hier pour avoir mis en place cette session 3 au programme tout à fait prometteur intitulé Alimentation durable et défis environnementaux que j'ai l'honneur d'animer. Je suis le modérateur. Alors nous avons comme intervenant Yves Martin Prével, qui est médecin de santé publique, directeur de recherche IRD, et j'ajoute membre de l'unité mixte de recherche MOISA, dont je suis également membre associé. Il va nous parler du changement de paradigme en nutrition, de la faim dans le monde au système alimentaire durable. Alors je dois dire que j'apprécie beaucoup ce concept de système alimentaire durable, comme je l'ai exposé hier. Alors ensuite, nous avons Monsieur Atef Jaoueni, qui est professeur de génie biologique à l'université de Tunis El Manar et qui va nous parler d'aquaculture, quels apports cette technologie durable dans les pays sous stress hydrique. Alors là aussi, on a évoqué ça, c'est un problème majeur, le stress hydrique dans la Méditerranée qui est en passe de devenir une zone aride, sinon semi-aride. Ensuite, nous avons Hassan Amri, c'est ça, qui est professeur de chimie organique à l'université aussi de Tunis El Manar et qui est membre de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts. Je trouve ça fantastique parce que cette académie exceptionnelle, je dois dire, c'est pas très fréquent dans le monde. Eh bien, elle fait de la pluridisciplinarité et c'est très important pour nous. Et nous terminerons par Amel Hamza Shafaï, professeur, je note avec beaucoup d'intérêt que professeur avec un E. Il ne faut pas oublier le E, hein, c'est important. Alors, d'écotoxicologie marine à l'université de Sfax. Alors là, c'est bien parce que c'est une autre région tunisienne en face des îles Kerkena que j'apprécie beaucoup, hein, qui est membre aussi de cette vénérable compagnie. Et elle nous parlera des cultures culinaires ancestrales, une source d'inspiration pour l'industrie agroalimentaire. Ça, c'est formidable. Les savoirs tacites, etc., c'est très important. Donc, ce programme est complet, il est varié, le menu est très satisfaisant. Et sans plus attendre, alors, j'ai peut-être été. Voilà, il est 9h08. Alors, excusez-moi, ma formation initiale, c'était ingénieur et on apprend à être un peu carré sur les déroulés et les programmes. Donc, c'est 20 minutes chacun. Essayez de respecter cet horaire. Et puis, à la suite des exposés, nous aurons une discussion donc, de 20 minutes, qui est aussi une partie importante puisque nous sommes là pour débattre. Alors, sans plus attendre, Yves, tu as la parole. Merci beaucoup, Jean-Louis. Bonjour à toutes et tous. Merci à l'Académie de nous recevoir dans un si bel endroit. Merci d'avoir organisé, Siem, Amel et tout le comité, un colloque aussi divers, aussi intéressant. Et donc, merci beaucoup à Jean-Pierre d'avoir participé à toute cette aventure. Donc, c'est avec grand plaisir que je viens vous parler un peu aujourd'hui d'une vision nutrition des questions d'alimentation. Donc, alors, alimentation et nutrition, on va en parler rapidement, ça sera le premier point, mais c'est juste pour faire un petit historique sur le contexte. Les enjeux des systèmes alimentaires durables, on en a parlé déjà, donc j'irai aussi assez vite. Je m'attarderai un peu plus sur la question des régimes alimentaires, parce que ça, c'est un petit peu là où les nutritionnistes sont attendus. Donc, il faut voir que quand, après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a fallu arriver à nourrir le monde, n'est-ce pas, et qu'on était préoccupé par la faim dans le monde, il y a eu une confusion permanente entre les mots faim, famine, nutrition, malnutrition. Et en fait, la malnutrition était souvent assimilée à la faim dans le monde. Et donc, en fait, on disait qu'il fallait simplement augmenter la production agricole et que ça allait résoudre les problèmes de malnutrition. On s'est aperçu très vite que c'était pas le cas. On a eu
pendant ici des travaux de collègues de l'INRA sur une quarantaine d'années qui démontrent qu'on a toujours eu des disponibilités alimentaires par habitant et par jour, donc la fameuse théorie malthusienne battue en brèche dont parlait Jean-Pierre hier. Voilà, on produit toujours plus et sur ce schéma, on voit très bien qu'en 40 ans, on a de plus en plus de pays qui dépassent les 3500 kilocalories par jour et par personne de disponibilité. Je vous rappelle que en général, à 2000 calories, on est assez bien. Donc, ça veut dire qu'on produit beaucoup trop. On produit finalement beaucoup trop, et on en gaspille beaucoup. Et en fait, on n'a pas vu venir une chose, ben, c'est qu'en fait, en produisant beaucoup, on a aussi changé la structure un petit peu de ces disponibilités alimentaires, notamment avec plus de lipides. Hein. Le prix des huiles végétales sur toute cette période de 40 ans a diminué, diminué, diminué. Elles sont devenues moins chères, donc les gens les ont consommées davantage, comme le sucre d'ailleurs. Et voilà, on a eu notre résultat d'épidémie d'obésité dont Jean-Louis nous disait un mot hier. Alors, ces phénomènes, en fait, que nous, nutritionnistes, nous appelons transition nutritionnelle, par analogie à la transition épidémiologique. Hein. Vous savez, épidémiologique, c'est on passe des maladies infectieuses aux maladies chroniques. Bon, en nutrition, on passe de la sous-nutrition aux maladies qui sont plutôt liées à la surcharge. Ça s'est passé dans tous les pays du monde, mais évidemment, dans les pays du Sud, ça s'est passé de façon beaucoup plus rapide. Et surtout dans un contexte où on avait une mondialisation un peu des échanges et on s'est retrouvé avec une rapidité d'augmentation de cette obésité dans tous les pays, y compris les pays pauvres. Et en fait, les questions de nutrition n'étaient plus du tout des questions liées à la famine. Les questions de nutrition, c'était plus une question de disponibilité alimentaire, c'était vraiment une question de régime alimentaire, de consommation alimentaire excessive. Et on est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, dans les années, il y a même pas 10 ans, à parler de malnutrition au pluriel. Et l'expression consacrée par le rapport mondial de nutrition de 2016, c'est la malnutrition sous toutes ses formes. Et donc ça mélange, enfin ça mélange. On parle de la malnutrition sous toutes ses formes, parce que finalement, ce système alimentaire qui est dysfonctionnel amène à la fois des retards de croissance chez les jeunes enfants, du surpoids, même chez les enfants, l'obésité chez les adultes, les carences en micronutriments, parce que les aliments perdent de densité nutritionnelle, on va y revenir, et donc on a de plus en plus d'aliments ultra transformés qui sont vides en termes de nutriments et pleins de calories. Et donc ça vous fait grossir sans vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Donc les malnutritions sous toutes leurs formes sont devenues la règle dans tous les pays du monde. Alors, les systèmes alimentaires, leurs enjeux, vous l'avez déjà abordé hier, je vais aller très vite, mais juste pour rappeler les impacts sur la santé. Les facteurs de risque, ça c'est un gros travail, hein, la Global Burden of Disease, hein, c'est vraiment une source, alors après ça peut être critiqué sur la méthode, mais c'est une source très importante. Identifie que dans les 10 principaux facteurs de risque de mortalité et de morbidité dans le monde, 6 sont liés à l'alimentation. On est vraiment dans des conséquences extrêmement importantes. Les conséquences économiques, il y a des économistes sûrement dans la salle, sont énormes. D'une part, direct, c'est les coûts des soins de santé. Le chiffre de 1,3 trillion de dollars prévu à l'horizon 2030 si on ne fait rien, rien que pour soigner les différents types de maladies liées à l'alimentation. 1,3 trillion de dollars. Et puis alors après ça, si on compte tous les coûts indirects sur les conséquences économiques, des gens qui ne vont pas travailler parce qu'ils sont malades, des années de vie perdues beaucoup trop tôt, des gens productifs, etc. Et vous avez, c'est ce qu'ils appellent en anglais le ballooning cost of health impact, ces énormes coûts que vous voyez, ça se compte. Alors moi, je ne sais pas, hein, à partir de 1000 euros, je suis déjà, voilà, mais donc là, des trillions de dollars, je ne sais même pas trop ce que ça représente, mais c'est gigantesque. L'autre impact, on en a déjà parlé aussi, c'est l'environnement. Je pense que vous avez tous vu ce type de graphe. Là, c'est un article de Rockström dans Nature Food. C'est les limites de la planète. C'est bien beau de produire, mais comme on produit de façon pas très respectueuse de la planète, eh ben, on dépasse les capacités de la planète. Et il y a besoin d'avoir une réflexion, et ça a été fait d'ailleurs par, je ne vais pas en parler ici, la Heat Lancet Commission, qui a essayé pour voir s'il était possible, même théoriquement, hein, d'avoir un régime alimentaire
que tout le monde puisse consommer et qu'il puisse respecter les limites de la planète. Alors c'est théoriquement possible. Après, en pratique, on a tout de suite vu qu'il y avait des grosses limites à faire ce genre d'exercice, mais c'est théoriquement possible. Depuis l'année dernière, la FAO a publié un rapport sur les coûts cachés de l'alimentation. Alors, on vient de parler des coûts. Vous voyez qu'en bleu, ce sont les coûts de santé. Donc, les coûts cachés de l'alimentation, les plus importants, c'est la santé. Après, il y a l'environnement et puis il y a aussi des coûts sociaux. Mais globalement, ça représente 10% du PIB mondial. Alors, c'est des coûts, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui paye. Donc, qui paye les coûts de santé? Quand on est dans un pays où il y a une sécurité sociale, eh ben, c'est la sécurité sociale. Sinon, ce sont les malades eux-mêmes ou leurs familles. Qui paye les coûts sociaux? Ben, ce sont les individus la plupart du temps. Et qui paye les coûts environnementaux? Ben, c'est nous tous. Donc, en fait, ces coûts, ils sont énormes et ils sont payés par nous tous. Alors, je viens à mes régimes alimentaires. Les régimes alimentaires, c'est l'objet, ce schéma de système alimentaire qui vient du panel d'experts de haut niveau du Comité mondial de la sécurité alimentaire. Il est maintenant à peu près reconnu comme, enfin, adapté. Enfin, vous en voyez des déclinaisons partout. Donc, c'est un petit peu une base. Donc, l'objet, évidemment, c'est de fournir des régimes qui permettent à l'individu d'être en bonne santé. L'intérêt de ce schéma, ça a été de rendre visible la question de l'environnement alimentaire. Alors, on parlait aussi de paysage alimentaire. Chacun d'entre nous, on est dans un environnement. On a ce qu'on nous propose, ce que autour de nous, dans notre vie quotidienne, soit pour aller au travail, soit quand on va faire nos courses, c'est un environnement. On nous propose des choses. Ça a été très bien dit par Jean-Pierre Corbeau, qui expliquait que le mangeur, l'individu au milieu, il se trouve, lui, ben voilà, il n'a pas des choix infinis finalement. Et il a des injonctions en plus, ce que disait Jean-Pierre Corbeau hier, des injonctions de se comporter comme ci ou comme ça. Et notamment maintenant, l'injonction, c'est d'avoir un régime alimentaire sain et durable. Très bien. Qu'est-ce que c'est qu'un régime alimentaire sain et durable? Du côté biologique, nutrition, on a assez bien déterminé les choses. Hein. Il y a plusieurs composantes qui sont nécessaires pour avoir un régime alimentaire sain, adéquation en termes de nutriments, densité nutritionnelle donc, que j'évoquais tout à l'heure, les équilibres entre les différents macronutriments que j'ai évoqués à la toute première diapositive, glucides, lipides, protéines, la diversité alimentaire, la modération, c'est-à-dire de ne pas manger trop déjà, mais c'est aussi ne pas manger tous ces aliments ultra transformés qui sont des calories vides, et puis la sécurité sanitaire des aliments, c'est-à-dire que, un, ils ne soient pas contaminés pour vous rendre malade, mais ils ne soient pas non plus contaminés de pesticides et autres perturbateurs endocriniens. Donc ça, on arrive assez bien à le déterminer. C'est le côté plutôt sain. Le côté durable, on a beaucoup plus de mal. Déjà que sur le côté régime alimentaire sain, on n'est pas tous d'accord sur la façon, l'indicateur. Quel est l'indicateur que l'on peut utiliser pour dire vous avez ou pas un régime alimentaire sain? Comment je peux agréger toutes ces dimensions pour essayer de savoir si votre régime alimentaire est sain ou pas? Il y a des discussions. Ça progresse beaucoup, donc je pense qu'on va y arriver. Mais sain et durable, ça va être quand même de plus en plus un peu plus compliqué, mais c'est important parce que si on ne le mesure pas, eh ben, on ne pourra pas définir des politiques pour le changer. Alors le pauvre consommateur, que certains appellent mangeur, que certains appellent patient pour les médecins, hein, ils deviennent patients au bout d'un moment s'ils sont trop malades, et que certains appellent consommateur aussi, hein, les économistes, je crois que ça vient des économistes. Bref, le pauvre individu que nous sommes, nous avons l'injonction d'adopter ces régimes alimentaires sains et durables, et on n'est pas toujours aidé. Et parce que changer ces comportements alimentaires, ces comportements de vie, des choses aussi présentes que l'alimentation dans notre vie, aussi personnelles, aussi ancrées dans notre individu, changer ça, c'est pas si facile que ça. Ça représente, alors ce schéma il est assez connu, mais il est très illustratif, c'est qu'en fait, ça représente une grosse boule à pousser sur une pente plus ou moins élevée. Et donc, on peut considérer que d'un côté, évidemment, il y a des parts de choix individuels et que l'individu a sa part de responsabilité. En même temps,
l'individu, on lui en demande beaucoup souvent et on l'aide pas beaucoup. Et en fait, on devrait l'aider en modifiant, donc en lui offrant un environnement plus favorable, de façon à ce que pour lui, pousser cette grosse boule soit un peu moins difficile, même si il faudra toujours qu'il fasse des efforts. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, j'ai quelques exemples à vous donner. Ça, c'est une étude très récente de collègues de Paris qui ont regardé comment on fait. Alors, vous savez tous, l'information nutritionnelle sur les aliments, c'est important, mais c'est compliqué. Il y a le fameux Nutri-Score en France, mais qui est maintenant dans 6 pays européens. Et donc, ils ont regardé, en fait, le fait d'informer le consommateur, est-ce que ça change ses comportements et qu'est-ce que ça permet, in fine, d'éviter. Et c'est assez intéressant parce que ça permet d'éviter. Alors, c'est une modélisation, hein, c'est une prévision. Si c'était appliqué de façon générale, ça permettrait d'éviter 2 millions de nouveaux cas de maladies chroniques, donc ce qui est pas rien. Donc, évidemment, c'est pas ça qui va tout révolutionner, mais c'est important. La seule chose que vous savez sans doute, c'est que c'est pas obligatoire. Donc c'est l'industrie agroalimentaire, c'est son bon vouloir de mettre ou pas le Nutri-Score. Et c'est pareil pour tous les autres logos. Et donc ça, c'est une des questions. Une autre façon de faire, c'est déjà de proposer des aliments qui soient plus sains. Les fameux produits ultra transformés, les chips, les boissons sucrées, tous ces aliments junk food, comme on a parlé hier, pourraient être remplacés par des aliments de meilleure qualité. Bon, alors, comment on fait pour avoir des aliments plus sains? On peut, d'un côté, essayer de jouer sur la production primaire. Ça va évidemment améliorer un peu les choses. Et puis, on peut jouer aussi sur la transformation des aliments. Et là, de nouveau, il y a une étude très récente qui montre que rien qu'en reformulant les produits, c'est rien que dans l'étude qu'ils ont fait, en substituant, par exemple, un paquet de biscuits par un autre paquet de biscuits, qui a les mêmes catégories, qui a les mêmes caractéristiques, etc., mais simplement qui est formulé différemment, de façon plus saine, c'est-à-dire avec moins de sucre, avec moins de sel, avec moins de gras saturés, etc., on arrive, rien que la substitution, on arrive à faire baisser, alors vous allez voir, c'est moins 3% pour l'énergie, mais moins 7,6% de graisse saturée. Vous voyez, c'est quand même pas rien. Et 1%, presque 5% de fibres en plus. Rien qu'en reformulant les aliments. Donc là, l'industrie agroalimentaire peut jouer un rôle, elle peut même redorer un peu son blason en proposant des aliments qui soient un peu plus sains tout en gardant les mêmes caractéristiques. Alors, on arrive à la question maintenant, est-ce qu'on peut rendre obligatoire cet étiquetage nutritionnel? Est-ce qu'on peut vraiment avoir de la pression? Comment on peut faire pour avoir plus de régulation? Parce que on ne va pas se le cacher, on sait très bien ici que le pouvoir, il n'est pas forcément du côté du consommateur. Hein, c'est pas lui qui est maître du jeu dans ce qu'on lui offre à manger, dans la qualité de ce qu'il a à disposition. Donc, rendre obligatoire l'étiquetage. Bon, l'industrie agroalimentaire est très réticente et d'ailleurs, elle propose des logos alternatifs qui ne marchent pas du tout. Je n'ai pas eu le temps de le détailler, mais l'autre diapositive montrait que les logos proposés par l'industrie agroalimentaire n'ont aucun impact. Évidemment, ils ne sont pas fous. Ensuite, il y a la taxation des produits. Alors ça, c'est assez intéressant. C'est fait de plus en plus. C'est pas toujours fait de façon très cohérente, mais ça, il y a beaucoup j'ai pas le temps de détailler, mais il y a beaucoup de travaux d'économistes justement sur expliquer comment taxer de façon efficace. Et l'intérêt, c'est qu'en plus de limiter la consommation des produits les plus mauvais, et ça génère des revenus, puisqu'il y a des taxes, ça génère des revenus qu'on peut réinvestir pour des aliments plus sains. Et ça pousse les industriels à reformuler, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si jamais ils voient qu'ils sont trop taxés parce que leur produit est trop mauvais, eh ben, ils vont évoluer vers des produits plus sains. Ils y ont tout intérêt. Il y a toutes les réglementations sur le marketing. Alors ça, il y en a plein. On ne doit pas mettre de fast-food à moins d'1 kilomètre des écoles, par exemple. On ne doit pas mettre que le distributeur de café, systématiquement, il vous met du sucre et qu'il faut l'enlever, etc. Donc on ne peut pas faire tout ça. Donc, mais il faut mettre des règles. Il y en a plein. Le problème, c'est qu'elles sont très, très souvent contournées. Et quand
les gens les contournent, et ben, les sanctions, c'est ridicule. Donc, quand il y en a. Donc, et l'industrie, évidemment, elle a tous les avocats qu'il faut pour faire traîner les trucs pendant 20 ans avant que ça soit efficace. Donc, on a besoin de beaucoup plus de sévérité, si on veut dire, mais pour ça, il faudrait un pouvoir plus fort. Et ce n'est pas toujours facile. Donc, autre chose, améliorer l'accès. Évidemment, on voudrait bien qu'il y ait plus de facilité d'accès aux aliments, mais là, c'est une question de pauvreté, et là on se retrouve devant quelque chose. Alors, je vous disais 1,3 milliard de dollars tout à l'heure pour le coût des... Trillions, pardon, ouais, trillions. Donc, Billions. voilà, trillions, c'est des milliers de milliards. Ouais, voilà, ok. Bon, voilà. 1,3. Pour les coûts de santé, eh ben, en fait, il faudrait cette somme-là pour que les pauvres dans le monde entier arrivent à pouvoir se payer un régime alimentaire sain au coût minimum de leur pays. Bon, donc on n'y est pas encore. Il y a des gens qui disent qu'il faut baisser le coût des aliments sains, et ça, on avait vu tout à l'heure que les coûts, en fait, non, il faut pas les, enfin, c'est pas raisonnable de point de vue de choses. Et donc on n'a pas d'autre choix que de passer par des programmes de protection sociale. Ça marche, c'est efficace, mais alors ça va mettre beaucoup de temps à se mettre en place. C'est des subventions ciblées, c'est des food stamps. Tu as parlé de ça, des food stamps aux USA, mais c'est en France beaucoup d'expérimentations sur la sécurité sociale de l'alimentation, par exemple. Mais tout ça, en fait, c'est très bien, c'est relativement petite échelle, alors qu'en fait, on a quand même des leviers qui peuvent être nettement plus gros. On a 800 billions, donc milliards de dollars par an qui sont utilisés en subventions publiques pour les systèmes alimentaires et qui sont principalement des subventions à un système, à des mesures qui sont complètement négatives. Ensuite, on a à combattre l'industrie agroalimentaire. J'ai bien aimé, ça aussi c'est une publication très récente, ce qui montre le network, enfin le réseau absolument tentaculaire. Et si vous pouvez lire dans les globules blanches, vous trouvez PepsiCo, vous trouvez Unilever, vous trouvez tous ces Nestlé, etc. Et eux ont une puissance forte. Donc il nous faut des politiques vraiment très très forts. Il nous faut renforcer la gouvernance des systèmes alimentaires. Et là, si jamais je ne peux pas être un bon chercheur si je ne dis pas à la fin qu'il faut faire plus de recherche. En tout cas, il faut faire plus de mesures. La science des systèmes alimentaires, ce n'est pas Jean-Louis qui va me contredire, elle est récente. Il nous a parlé de Malassis 94, mais la science d'analyse des systèmes, elle est quand même assez récente. Et les connaissances en nutrition, une discipline plus ancienne, mais elles sont encore extrêmement parcellaires. Il y a 40 vitamines, minéraux dont on connaît à peu près ce qu'ils font dans le corps et qu'on connaît à peu près, et je dis bien à peu près, le besoin pour l'individu, mais il y a 400 composés bioactifs dans l'alimentation de tout un chacun, et ça, on ne les connaît pas bien. Donc, on doit s'améliorer aussi dans la façon de mieux mesurer à la fois les systèmes alimentaires et la qualité d'alimentation, si on veut qu'à la fin, on ait des clés à donner aux politiques pour leur donner des pistes. Alors, j'avais quelques exemples, mais comme on a fait les 10 minutes, on s'arrête. Et parce que sinon, tout à l'heure, je vais modérer et on va me dire. Je voudrais juste rendre hommage à nos amis de l'organisation qui nous ont donné aujourd'hui l'occasion de travailler en interdisciplinaire avec une grande variété de disciplines qui se mettent autour du même objet. Et parce que c'était ça que j'avais choisi pour finir la présentation, c'est vraiment important. Donc, merci encore à vous tous. Merci Yves pour cet exposé très complet. Je vais juste insister sur 2 points qui me paraissent très intéressants. C'est évidemment la consommation calorique par jour et par personne. Hein. Je dis que ça s'approche de 3500, très au-dessus des normes nutritionnelles, d'autant plus qu'il y a la sédentarité aujourd'hui qui limite les besoins. Et on a ça au niveau mondial. Donc on a un problème énorme de répartition, énorme, qu'il faudra bien résoudre. Et le deuxième sujet, on peut dire d'actualité, puisque c'est un front de recherche très important, c'est ce que tu as appelé les coûts cachés, oui. Mais en fait nous appelons les vrais coûts de l'alimentation, parce que ce ne sont pas des coûts qui sont dissimulés ou autres, ils sont là.
Et donc, ça pose ce problème énorme de pouvoir les intégrer dans la fabrication de nos aliments sur toute la chaîne alimentaire. Merci encore Yves, et nous allons passer maintenant à l'aquaponie avec Atet Jawani. S'il vous plaît, il est là? Oui. Ah, merci. Merci, chers collègues. Voilà, ça fonctionne parce que nous avons ici d'excellents informaticiens. Vraiment. Alors, je vous rappelle la règle, 20 minutes, s'il vous plaît. Donc, je déclenche le chrono. Là. Voilà, vous avez 20 minutes et nous vous écoutons avec attention. Merci. À tête. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc, voilà, ça va. Je suis heureux de partager une certaine connaissance qu'on a su développer autour de l'aquaponie. Et je vais vous présenter l'aquaponie, ce qu'on a fait et poser la question, est-ce que réellement c'est une technologie qui peut être considérée comme un atout durable dans ce système alimentaire? Donc, je suis Atif Joueni, je suis enseignant-chercheur à l'Université Tunis El Manar et voilà. Donc, le contexte global pour nous, c'est un contexte de pénurie en eau. On a beau à dire que notre planète est bleue, mais j'adore cette présentation. Donc, la petite goutte d'eau, c'est ce qui est bleu réellement et c'est ce qui est représenté donc en termes de volumique, on va dire, de l'eau par rapport à la Terre. On considère que la planète est bleue, mais réellement, elle est très peu bleue, finalement. Et c'est l'eau totale. Et si on voit dans le détail quelle est cette nature d'eau, on va voir qu'il s'agit d'une eau saline essentiellement et que la petite goutte qui est là, c'est l'eau de surface fraîche. C'est la toute petite goutte. L'autre, c'est l'eau fraîche mais souterraine. Et donc, avec ça, on a toute l'eau sur la planète. Bref, nous manquons d'eau. Nous manquons d'eau, particulièrement dans notre chère Tunisie, qui est sous pénurie extrême d'eau, avec en dessous des moyennes internationales, ainsi de suite. Le problème de la Tunisie, il est encore aggravé par on va dire, distribution illégale, voilà, une distribution très disparate entre le nord et le sud en termes de ressources. Donc, c'est concentré au nord, nord-ouest. Nous sommes en train de mobiliser presque la totalité de l'eau disponible, à 97%, on va dire, et qu'on n'arrive pas à subvenir déjà à nos besoins alimentaires. Rappelons que la Tunisie utilise presque les 4/5 de ses ressources en eau pour l'agriculture. C'est à peu près 82%. Donc, on utilise beaucoup d'eau pour l'alimentation, mais on n'arrive pas déjà à... tous les Tunisiens savent que on manque même de produits alimentaires à cause de la sécheresse. C'est dû à plusieurs raisons. Bien sûr, parce que la Tunisie est sous stress hydrique, ça c'est clair. Donc, c'est l'un des pays les plus stressés euh, au monde, mais également à d'autres problèmes de gouvernance, de gestion, de carte agricole tunisienne, de priorité nationale en termes de production agricole, ainsi de suite. Mais ce n'est pas vraiment le sujet auquel je suis venu parler. J'ai voulu dire que nous sommes sous stress et nous devons chercher des alternatives de production. Il y a beaucoup à faire sur plusieurs niveaux, mais je vais me contenter de certains aspects relatifs à l'agriculture et à l'optimisation des ressources en eau en agriculture. Donc, il y a plein de chiffres que je peux vous présenter. Bref, pour l'eau d'irrigation en Tunisie, c'est une eau qui peut être des eaux usées, mais très peu. C'est un secteur également à valoriser en Tunisie.
On a à peu près 270 millions jusqu'à 290 millions de mètres cubes par an d'eau usée qui n'est pas correctement traitée, mais qui est utilisée pour l'irrigation. Bon, c'est un autre problème qui pose des problèmes de qualité hygiénique, sanitaire. Sur le plan légal, l'expérience tunisienne est très ancienne, depuis plus que 50 ans maintenant, pour l'utilisation des eaux usées traitées en irrigation. Mais malheureusement, nous sommes très en retard maintenant par rapport à d'autres pays, étant donné la qualité de l'eau que nous produisons, qui ne répond pas vraiment aux normes. Et malheureusement, en période de sécheresse, comme on en vit actuellement depuis plusieurs années, l'agriculteur est contraint d'utiliser, même illégalement, cette eau, même si elle est de mauvaise qualité, parce qu'il ne trouve pas d'autres issues. Et ça a été aggravé par un décret déjà gouvernemental en novembre dernier, autorisant également l'irrigation par les eaux usées traitées sous la responsabilité directe de l'agriculteur. Donc, il doit signer un engagement. Bref, l'agriculture est très consommatrice d'eau. L'agriculture est génératrice d'une faible valeur ajoutée. Donc, le compromis, c'est de trouver comment valoriser cette eau. Des chiffres comme ça, bon, ce sont des chiffres qui ne sont pas très précis, on va dire, mais il faut savoir que l'eau, il y a de l'eau visible, mais il y a de l'eau virtuelle. Et nous, pour la production agricole, nous consommons énormément d'eau, donc plusieurs centaines de litres pour un seul kilogramme de produit. Et ça s'aggrave pour les produits animaux. Pour les produits animaux, encore, le problème s'aggrave. Ça devient plusieurs milliers de litres pour 1 kilogramme de produits. Bref, nous sommes en pénurie totale. Le choix de dédier 82% de nos ressources en eau pour l'agriculture peut se justifier par des raisons même de sécurité et de paix sociale, mais il reste beaucoup à faire pour mieux gérer ces eaux. Parmi les alternatives, on peut parler de l'aquaponie. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on s'est intéressé à l'aquaponie. C'est quoi l'aquaponie? Tout simplement, c'est une association entre l'aquaculture et l'hydroponie. Donc, l'hydroponie, c'est la culture des plantes directement dans le milieu liquide. Donc, c'est une culture hors sol qui permet donc de recycler, on va dire, l'eau en continu. Mais l'hydroponie présente, on va dire, des inconvénients, étant donné que l'eau ne peut pas subvenir aux besoins de la plante, il faut toujours l'alimenter en nutriments. D'autre part, il y a l'aquaculture, donc l'utilisation de l'eau pour l'élevage des poissons. Et on trouve qu'il y a une certaine complémentarité qui peut se dessiner entre l'aquaculture et l'hydroponie, étant donné que ce que génère comme déchets, entre guillemets, de l'élevage de poissons peut servir à la fertilisation ou comme nutriment des plantes. Essentiellement, c'est la partie azotée. Et donc, voilà. L'idée, c'est de coupler le système et donc d'utiliser ce qui sort du système d'aquaculture comme une eau de culture pour les plantes. C'est le principe de base. C'est un écosystème assez complexe, donc il réunit déjà une composante animale, une composante végétale, dans un système hydrique, donc très vulnérable, on va dire, et également un système microbien qui est toujours pas très bien traité, on va dire, parce qu'on le néglige souvent, on n'en parle pas souvent. Et une composante majeure de ma formation, c'est la microbiologie. Donc, je tiens à insister sur le rôle de ces acteurs dans l'écosystème. Donc, l'écosystème ne peut s'établir qu'en présence de cette hidden force, de cette force cachée qui est la force des micro-organismes. Donc, cet écosystème, on va dire complexe, peut se maintenir pour assurer à la fois la production animale et la production végétale.
Techniquement, il y a presque 3 types, on va dire, de systèmes d'aquaponie. Donc, il y a le système carrément hydroponique. On connaît le système, donc ce sont des tubes où circule l'eau avec les nutriments. Et donc, à travers des pots, plonger les racines dans cette eau, les plantes peuvent croître. Et c'est particulièrement pour les plantes qui n'ont pas de racines très développées. Donc, ça peut se faire avec les salades, avec les tomates, avec les fraises, avec les piments. Je ne suis pas agronome, mais on a fait l'expérience et ça marche très bien. Et la littérature abonde de ces exemples. Il y a d'autre part un système, donc le deuxième système, c'est Deepwater Cell Culture. Donc, au lieu de faire circuler l'eau dans une conduite rétrécie, on fait des bacs à eau, carrément, des bacs, et là, on plonge à travers des flotteurs, par exemple, on plonge les plantes dans l'eau. Ça reste flottant, donc ça permet un meilleur développement des racines des plantes. Ça permet donc de cultiver les plantes qui nécessitent des racines plus développées. Le troisième système, c'est un système qui reprend un peu la culture dans le sol, on va dire, et qui est couplé donc au système d'élevage de poissons. Voilà. Dans les deux premiers systèmes, dans les trois systèmes, on va dire, on a besoin que la composante azote soit transformée pour être assimilée par les plantes. Ce n'est pas les mêmes formes. La forme générée par les poissons, c'est une forme réduite, ammoniacale, on va dire. Mais la forme consommée par les plantes, c'est une forme oxydée. Donc NO2, NO3. Donc il y a l'élément majeur qui est l'azote, il est présent, mais il n'est pas biodisponible, on va dire, pour les plantes. Donc à ceci, on ajoute toujours un petit étage microbiologique, donc ce qu'on appelle un biofiltre. C'est un système très simple, donc un autre bac qu'on remplit par exemple avec un support inerte, des billes d'argile ou même des supports en plastique inertes, ainsi de suite, et ça permet d'être colonisé par les micro-organismes qui vont naturellement s'adapter au substrat d'azote réduit pour le transformer en azote oxydé, donc une forme assimilée par les plantes. Pour les deux premiers systèmes, cet étage, il est indépendant, donc on ajoute ce système. Donc on a l'étage d'aquaculture, l'étage de plantes, et entre les deux, on met cet étage biologique microbien. Pour le troisième système, on peut l'intégrer directement, donc ce support peut servir à la fois pour le développement des micro-organismes, et donc ça permet directement de rendre l'azote assimilable pour les plantes. Voilà un peu schématiquement les trois, on va dire, variétés ou les trois variantes des systèmes aquaponiques qu'on peut avoir. Par rapport au système hydroponique, plusieurs travaux montrent que les rendements en plantes sont meilleurs par rapport à l'hydroponie. Donc, le fait d'utiliser cette biofertilisation, on va dire, donc les excréments de poissons comme fertilisants des plantes, ça permet d'améliorer les rendements, et plusieurs travaux montrent qu'il y a une amélioration de ces rendements. Ces systèmes aquaponiques peuvent être utilisés indoor, carrément, à l'échelle individuelle, et ça peut se faire à l'intérieur carrément des appartements. Donc, ça peut se faire des petits systèmes, de très très petits systèmes, jusqu'à des systèmes un peu plus grands, donc un aquarium couplé à un système de culture de plantes. Mais c'est plutôt au niveau des jardins à l'échelle individuelle ou même communautaire, sur le toit, au niveau des jardins, on peut mettre en place des systèmes d'aquaponie qui peuvent donc assurer cette production. Industriellement, les exemples également commencent à se multiplier. Et donc, il y a des industries carrément qui utilisent ce système aquaponique pour la production agricole. Il faut souligner ici que
la partie intéressante, c'est plutôt la partie végétale. La partie animale, elle n'est pas la plus significative, on va dire, en termes économiques, étant donné que le cycle animal est assez lent, donc il faut peut-être 3 à 4 mois d'élevage dans un bac assez réduit en termes de volume. Donc la composante animale, dans le dimensionnement, la composante animale, elle est complémentaire, on va dire. L'essentiel, c'est plutôt pour la partie végétale, pour la production végétale. Et il s'agit d'une eau douce. Donc, le poisson élevé, c'est des poissons d'eau douce qui n'est pas toujours apprécié par des pays comme le nôtre. Donc, on a toujours l'élevage de ces poissons au niveau des digues, des barrages, mais ce n'est pas une qualité de poisson qui est vraiment très appréciée, pour rester raisonnable. Voilà, l'aquaponie contribue à la réalisation de plusieurs SDG, donc, et on peut citer plusieurs, à commencer par l'eau, bien sûr, donc par l'efficacité d'utilisation de l'eau, c'est la meilleure chose. Donc, on est dans un système efficace en termes d'utilisation des ressources en eau, puisque l'eau est continuellement recyclée et on a besoin qu'un appoint d'eau pour remplacer, on va dire, l'évapotranspiration ou l'évaporation carrément ou les fuites éventuellement dans le système. On peut également parler de travail décent, donc le SDG 8, donc le travail décent et croissance économique, étant donné que ça peut être considéré comme un emploi vert et comme une innovation agricole. Également, on peut parler du zero hunger. C'est très normal, donc en termes de sécurité alimentaire, en termes de productivité agricole, également, donc l'aquaponie peut contribuer. Bonne santé et bien-être, étant donné que en termes de nutrition, ça fournit des légumes et des fruits, du poisson également. Ils sont sains. Généralement, on n'utilise pas ni de pesticides ni de fertilisants. Parfois, on fait des appoints en phosphore, donc certaines formes de phosphore, mais pas vraiment de produits de fertilisants, même de produits chimiques. Donc, ça permet également la réduction de l'utilisation des produits chimiques au niveau agronomique. C'est une technologie durable, donc ça permet également de contribuer au SDG 9. Ça encourage l'innovation, ça améliore les infrastructures agricoles, ça permet d'améliorer les infrastructures agricoles. Également, on peut évoquer les villes, communautés et durables, villes et communautés durables, donc le SDG 11, puisque c'est une forme de production qui peut être collective au niveau des communautés et ça permet de réduire la circulation, le déplacement, la commercialisation sur de longues distances, l'impact environnemental de toute cette chaîne de distribution. Également, c'est une mesure relative, ça permet de contribuer aux mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques par une adaptation climatique. Elle n'est pas tributaire, on va dire, des variations saisonnières, ainsi de suite, et par la réduction de l'empreinte carbone, puisqu'on n'utilise pas vraiment des ressources énergivores, énergétiques très, très importantes, ainsi de suite. Ça permet également de préserver la vie aquatique, étant donné qu'on est en train, oui, qu'on est en train de qu'on est en train de... Il a son chronomètre. Ça va. Donc, voilà. Donc, on est en train de produire des poissons. Enfin, on peut parler également de la réduction de la déforestation, de la dégradation des sols, ainsi de suite, étant donné qu'on est en culture verticale, multi-étagée, concentrée, ainsi de suite. C'est une culture hors sol, conditionnée, ainsi de suite. Donc, partout ces aspects, on estime que l'aquaponie peut être considérée comme un mode de culture durable.
À l'ISBAT, dans mon institution, je suis content de vous dire que nous développons cette technologie à travers plusieurs activités, on va dire. On a eu un premier système, donc le système NFT tubulaire, on va dire, à travers un projet Eranet. Et, avec des collaborateurs européens, ainsi de suite. Ensuite, on a pu avoir également un autre système qui permet donc le DWC, donc Deepwater Culture. On l'a développé également à travers un financement IRD et ça nous a permis de travailler sur les deux systèmes, sur une variété de poissons, sur une variété de produits agricoles, mais également on a travaillé sur le système, les tâches biologiques, ce fameux système invisible entre l'étage poisson et l'étage végétal. Donc, on a pu suivre quelques paramètres de productivité, mais également on s'est intéressé à la qualité hygiénique et bon, les résultats sont très satisfaisants en termes de que ce soit la qualité de l'eau ou la qualité des produits en termes microbiologiques. Donc, nous revenons à notre spécialité d'études. Donc, voilà très brièvement les aspects que nous avons pu développer, donc l'espèce végétale, l'espèce de poisson, la configuration, le dimensionnement, la productivité animale et végétale, et les paramètres physico-chimiques et la qualité hygiénique du système eau et produits. Voilà, donc ça nous a permis de faire quelques recherches, quelques formations également. Nous accueillons même des invités parfois pour venir visiter nos systèmes. Et en conclusion, donc, je pense que ça mérite encore du travail. C'est une technologie qui mérite d'être développée, qui mérite d'être investiguée. On va pas dire que ça va apporter la solution miraculeuse au problème de l'agriculture en Tunisie et ses besoins en eau, mais ça permet de contribuer à résoudre même partiellement ce système. Il y a encore des défis à relever, notamment en termes d'investissement, en termes de compétences, puisque c'est une multidisciplinarité. Déjà, je suis ni agronome ni aquaculteur. Je suis dans l'eau, la composante eau. Donc déjà, je contribue très partiellement à cet écosystème. Et pour maintenir tout l'écosystème, il faut des compétences vraiment pluridisciplinaires. C'est un équilibre relativement fragile parce que il y a la contamination, il y a les problèmes d'équilibre, ainsi de suite. En plus, ce n'est pas labellisé. Donc, est-ce que ça va ajouter quelque chose sur le prix de revient? Et donc, j'aimerais clôturer en remerciant ma collègue, Madame Ouidet Ben Ammar, qui s'occupe de la partie végétale, qui est mon associé dans ce travail sur l'aquaponie. Et merci beaucoup. Merci Atef pour cet exposé très intéressant et qui rentre parfaitement dans la problématique de cette session. Alors moi, j'ai relevé trois choses. Évidemment, le stress hydrique. Hein. Là, nous sommes dans une situation, on peut dire, très préoccupante, pour ne pas dire dramatique, hein, dans notre chère Méditerranée. Et à partir de là, vous avez évoqué notamment la question des rendements. Moi qui suis agroéconomiste, je suis très sensible à ce que vous avez dit sur la progression des rendements. Nous avons besoin d'augmenter la productivité, mais pas par les moyens classiques de l'intensification chimique, mais par ce type de technologie qui finalement est durable. Et à juste titre, il a mentionné, alors je ne les ai pas comptés, mais il y a un nombre considérable d'objectifs du développement durable définis par les Nations Unies à l'horizon 2030 qui sont couverts par cette technique aquaponique. Merci. Donc nous allons maintenant passer à l'huile d'olive, hein, la qualité de l'huile d'olive. Donc là, on est dans les produits typiquement tunisiens, produits de terroir, avec l'exposé de mon collègue Hassen Hamri. Donc vous avez la parole pour 20 minutes, chers collègues. 20, pas 28. Non, 21 minutes. 21. Parce qu'il est en train de régler le problème. Ah,
D'accord, il y a un petit problème technique, mais ça va être résolu. Alors, c'est bien d'avoir affiché à l'écran, justement, le chronomètre qui permet de contrôler son temps de parole. Merci, vous avez la parole. Donc, on déclenche à 55, donc jusqu'à 10h05. Voilà. 15, oui, bien sûr. Oui, oui. 10h15. Allons-y. Voilà, donc merci. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter donc mon exposé. Je suis chimiste, mais je vais parler quand même de l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, c'est un produit chimique et c'est pour dans cette optique que je vais parler justement de l'huile d'olive. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de ce condiment, ce produit très important qui fait le bonheur des dames dans nos cuisines et qui fait aussi euh, ouais, des âmes aussi, bien sûr, et qui fait honneur à notre pays, puisque notre pays fait partie du triangle d'or, c'est-à-dire les pays qui produisent davantage et de meilleure qualité l'huile d'olive. Euh, les origines de l'huile d'olive, je vais donner un petit bref, une brève plutôt, euh, comment dirais-je, euh, euh, présentation concernant cet arbre qui représente une civilisation. C'est aussi un des vecteurs de la trilogie parce que vous savez que le blé, la vigne et l'olivier sont des produits alimentaires de base. Si on a les trois, on peut s'autosuffire pour ne pas justement chercher d'autres et c'est la base de la nourriture et qui symbolise en fait la sagesse, la vie quasi éternelle, la prospérité, ainsi de suite. L'olivier est largement cité dans le Coran, dans la Bible aussi, surtout dans le Coran, dans la sourate Tin, en référence à trois régions, la région Palestine et la Syrie, le mont Sinaï et puis la Mecque. Et c'est pour cela que justement ça donne un honneur parce que cette région a pu abriter trois prophètes, à savoir le prophète donc Jésus, Moïse et Mohamed qui est né déjà à la Mecque. Euh, les oliviers ont été ramenés en Tunisie par les Phéniciens depuis le Moyen-Orient. Ces olives ont débarqué tout de suite en Grèce et ensuite vers la Tunisie où ils ont fait un détour vers l'Italie, l'Algérie, l'Espagne et le Maroc. C'est le bassin méditerranéen et c'est le fief des oliviers et donc de l'huile d'olive qui est vendue actuellement dans tous les coins du monde. En Afrique du Nord, la culture de l'olivier a été développée avant l'Antiquité par les Berbères, bien avant l'arrivée des Romains, à partir des greffes d'oliastre ou bien d'oliastre d'olivier, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait des oliviers, mais pas connus, c'est des oliviers qui ont des petites feuilles, des petites olives qui donnent une huile, et c'est par la suite que l'olivier s'est développé pour être ce que l'on est aujourd'hui. J'ai voulu bien présenter ce cycle annuel de l'olivier, que pour vous dire que l'olivier, en fait, c'est un arbre qui peut donner une vie à une olive, par la suite une huile d'olive, et cette vie elle peut durer 10 mois. Alors que l'être humain, une femme peut accoucher au bout de 7 mois, sinon au maximum 9 mois. L'olive, elle peut passer donc à 10 mois. Pourquoi? On passe justement depuis le mois de mai-juin, elle donne des fleurs, des petits fruits, grossissement des fruits, fruits verts, la véraison, c'est-à-dire la période de la cueillette, les fruits noirs et la récolte. À partir de la récolte, on n'a pas de l'huile, mais on a des olives. Donc, il faut attendre encore 2 mois. Donc, au bout de 12 mois, on peut avoir l'huile d'olive. Donc, ça nécessite justement beaucoup de temps et c'est pour dire que c'est un produit très important. L'huile d'olive, c'est un produit très important. Apparemment, il est béni par Dieu pratiquement. J'arrive maintenant aux facteurs, parce que ça, c'est très important pour parler des facteurs qui déterminent la qualité d'huile d'olive. On commence par le commencement. Le sol, il doit être, bien sûr, du point de vue qualité, un tout petit peu basico-acide.
à des pH 5, 5 c'est faiblement acide, base 8,5 est légèrement basique. Il faut planter dans un terrain où il faut creuser des trous de 1 à 1,50 m de profondeur dans un terrain sec, légèrement incliné pour éviter justement la stagnation de l'eau, parce que l'olive craint l'humidité et il peut y avoir un problème d'asphyxie au niveau de l'olivier. Les sols ne doivent pas être trop... Les sols trop argileux sont déconseillés, sont remplacés par des sols sableux et caillouteux. Il y a aussi le problème de la fertilisation écologique économique. Il faut utiliser des engrais naturels, matières grasses et ainsi de suite, végétales. Aussi des usages de fumier, parce que le fumier est très riche en phosphore, potassium, azote, c'est le NPK. Les cendres de bois sont très utilisées parce qu'ils permettent la fructification de l'olive. Le purin d'ortie, c'est un fertilisant nouveau. On prend le purin d'ortie qu'on sèche et qu'on essaie de fertiliser donc, les plantes ou bien l'olivier à l'aide de ce produit sec qui est très riche en phosphore et azote, et aussi des oligo-éléments tels que le chrome, fer, cobalt, cuivre, et ainsi de suite. La croissance, il évite aussi la croissance et la résistance des oliviers face aux maladies. Il lutte contre les pucerons et les parasites. La qualité de l'huile d'olive se définit en principe dans le verger. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de plusieurs facteurs. La variété de l'olive, aussi elle dépend des conditions pédoclimatiques, c'est-à-dire la température, l'humidité, la quantité d'oxygène, de gaz carbonique, les techniques culturelles, et ainsi de suite. Il y a aussi l'effet variétal, c'est-à-dire il faut bien choisir son olivier pour avoir de bonnes olives, donc de calibre déterminé pour pouvoir tirer le maximum d'huile d'olive. L'environnement, la latitude, c'est-à-dire le positionnement du champ dans lequel il y a les olives par rapport au niveau par rapport à l'équateur, l'altitude par rapport à la mer, l'exposition, la pluviométrie, la température, tout ça, c'est des facteurs qui interviennent dans la qualité de l'huile d'olive qu'on peut avoir par la suite. Tout ceci donc influe sur la productivité et la qualité de l'huile d'olive. La fertilisation d'olive nécessite environ 4 à 7 kg de mélange de produits azotés phosphorés dans des proportions 1,5 pour chaque olivier adulte, 1 ou 2 fois par an. Et la période la plus appropriée, c'est l'automne et l'hiver. Un autre problème donc, qui intéresse les facteurs déterminant la qualité, c'est la taille des oliviers, ce qui normalise la qualité et la fructification. Il faut que les branches soient bien aérées, bien exposées au soleil, pour obtenir bien sûr des olives de meilleur calibre, des maturations uniformes, un accroissement notable du rapport de la pulpe dans laquelle il se forme l'huile d'olive et le noyau pour donner de meilleurs rendements à l'huile d'olive. L'irrigation se fait rare. Pourquoi? Parce que l'olivier, c'est un arbre qui n'a pas besoin, qui ne craint pas le déficit hydrique. Il supporte suffisamment donc la sécheresse, pas beaucoup, mais il supporte autant que d'autres arbres pour donner de meilleurs rendements. L'irrigation se fait rare, car l'olivier est tolérant vis-à-vis du déficit hydrique. Elle se fait donc, on peut faire l'irrigation à l'aide de l'eau salée et ça a donné quelque chose de très bien. Pourquoi? Parce qu'il a donné des huiles riches en acide oléique. Or, l'acide oléique, c'est le champion, c'est le meilleur acide qui peut exister dans l'huile d'olive pour donner une huile de très haute qualité. Il y a aussi, il faut lutter contre les ravageurs. Les maladies, les insectes tels que la mouche d'olivier, le Dacus olea, cochenille, le noir teigne, qui infectent bien sûr les olives en provoquant des chutes précoces des olives, des rancissements, c'est-à-dire provocation, donc dégagement de très mauvaise odeur de l'olivier ou de l'huile, dessèchement et perte du poids entre 40 et 50%, et acidification de l'huile qui peut atteindre 12 à 13 degrés. La récolte des olives se fait normalement entre le novembre et décembre, mais entre novembre et décembre, on recueille le minimum. Pourquoi? Parce qu'elle donne une bonne qualité d'huile, mais en petite quantité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre un tout petit peu la maturation qui se fait généralement entre le mois de février et le mois de mars. C'est l'olivisant
ou l'olivade et on a une production maximale. Il faut aussi éviter les dégâts des oliviers qui peuvent avoir lieu lorsque la récolte est mécanisée, qui peut entraîner donc des pertes d'olives pertes d'olives de 10 à 20%. Il faut utiliser plutôt des paniers. Pour ce qui est de la presse des olives, il faut veiller à ce que les olives soient pressées le jour même pour éviter l'oxydation. Parce que même en étant caché sous une bâche, bien sûr, il y a l'oxygène de l'air qui peut altérer les fruits et peut les oxyder. Donc, ça donne une odeur rancie et donc un mauvais goût. À la première pression des olives, la pâte demeure verte. Il est conseillé de ne pas rajouter de l'eau. Pourquoi? Parce que si on s'attend à faire une deuxième pression, la deuxième pression donc, donne de très mauvais rendements. L'olivier craint la chaleur, donc son goût peut perdre certaines de ses propriétés organoleptiques, etc. J'arrive à la production, si on produit de l'huile d'olive, en principe, 5 à 7 kilos d'huile plutôt d'olive mature peuvent donner 1 litre d'huile d'olive extra vierge, de qualité supérieure. La qualité de l'huile dépend du bon triage des olives, leur variété, leur état de maturation, l'emmagasinage, et ainsi de suite. Il faut que l'huile soit emmagasinée dans un espace où il n'y a pas de soleil. Sinon, il faut mettre dans un verre bleu ou bien dans une enceinte inox complètement fermée pour éviter l'entrée d'air. Il y a une technique qui commence à être appliquée en Europe et qui peut peut-être avoir lieu en Tunisie. Il faut acheter tout simplement un système, donc un petit flacon où est condensé l'azote liquide. Et quand on ouvre bien sûr le flacon pour tirer un peu d'huile, il suffit de jeter une toute petite quantité d'azote qui permet l'évacuation de l'oxygène. Et comme ça, on peut préserver donc la qualité de l'huile vis-à-vis donc des réactions d'oxydation. Une mesure importante qu'il faut faire, que tout le monde qui se fait en Tunisie, heureusement, c'est la mesure de l'indice de peroxyde. Il y a peroxyde, donc c'est des antioxydants. Il faut mesurer ces indices. Pourquoi? Parce qu'ils ont un rôle, ils peuvent jouer un mauvais rôle donc, dans l'oxydation. Il permet de juger la qualité de l'huile d'olive et qui donne une idée sur le degré de rancissement et d'oxydation des olives, oxydation initiale et la détérioration que peuvent subir les antioxydants naturels qui existent dans l'huile d'olive. Les principaux peroxydes qu'on trouve dans l'huile d'olive sont de l'ordre de 3, mais en fait, ça dépend de R et R'. Qu'est-ce que c'est que R et R'? On peut jouer sur les R'. Donc, il peut y avoir donc, les peroxydes ROR', les hydroperoxydes à la place d'un R', on met un hydrogène, et les radicaux libres. Ceux qui sont dangereux, c'est les radicaux libres. Dans l'huile d'olive, on consomme bien sûr des radicaux libres. Ici, on consomme suffisamment, parce qu'il y a des gens qui poussent à consommer au moins par jour 5 cuillères à soupe par personne. Ça, c'est un peu exagéré. Entre 3 et 4, et je suis plutôt du côté de 3 cuillères, c'est suffisant. Sinon, on va voir beaucoup d'ingrédients dans l'huile et surtout ces radicaux libres qui, dans l'organisme, ils permettent de sécher la peau. Les gens dont la peau sèche rapidement, c'est à cause d'une réaction d'oxydation causée par les radicaux libres. La couleur de l'huile d'olive dépend bien sûr de la couleur de l'olive. On peut avoir des olives vertes, donc, qui donnent des huiles légèrement verdâtres. Donc, voilà donc les olives vertes, légèrement verdâtres, obtenues à partir d'olives prématurées qui donnent un goût herbacé légèrement piquant à cause des polyphénols et de la chlorophylle. Polyphénol, c'est des produits aromatiques, des alcools aromatiques qui sont piquants et qui sont des antioxydants. La chlorophylle, comme vous savez, la chlorophylle, c'est un pigment qui essaie de permettre justement la vie de la plante. Je dirais par la suite comment elle peut se faire. L'huile d'olive peut être tirée aussi d'olive violacée, donc à moitié mature, qui donne donc un bouquet de fleurs et au goût de pommes fruitées et de noisettes. Mais il y a aussi l'olive noire qui donne une huile noire, tout à fait noire. Et c'est la meilleure huile, c'est l'huile la plus chère au monde.
L'huile noire, ça existe, c'est commercialisé. Donc, il est obtenu à partir de récoltes donc, d'olives mûres ou tombées par terre, mais récupérées sur des filets étalés sur le sol. L'huile noire a un goût fruité avec sensation d'amande. Je présente ici rapidement la composition d'une olive. Si on fait une coupe d'olive, tout d'abord, l'olive, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient à peu près 50% d'eau, 22% d'huile, des polyphénols, des antioxydants 1,5%, des protéines, la même chose, 1,5%, 18% de sucre, cellulose 5,5% et des cendres des minéraux de l'ordre de 1,5%. Donc, vous voyez qu'à droite, il y a l'épicarpe. L'épicarpe, c'est la couverture, ce qui couvre l'olive, qui représente en volume 2 à 3% du volume global. À gauche, il y a l'amande, l'amande au milieu. Donc, l'amande, c'est le cœur de l'olive, qui représente aussi 2 à 3%. L'endocarpe, c'est le couvercle de l'olive, qui représente 17 à 23%. Et le mésocarpe représente 70-90%. Ça, c'est la maison où est formée justement l'huile d'olive. C'est les pulpes qui génèrent, bien sûr, qui permettent la réaction de formation de l'huile d'olive. Et c'est le mésocarpe qui représente en gros un volume de 70 à 90%. C'est le siège principal de l'olive et qui représente, comme je l'ai dit tout à fait en haut, 22%. Or, l'huile d'olive, quand on entend parler de l'huile d'olive, c'est des triglycérides. Ça fait peur, l'huile de triglycérides, mais c'est ça, l'huile d'olive, c'est des triglycérides. Mais c'est des triglycérides un peu spéciaux. Et à côté des triglycérides qui représentent 98 à 90%, entre 1 et 2%, il y a les composés mineurs, c'est les antioxydants, l'hydroxytyrosol, et ainsi tyrosol, comment dirais-je, les polyphénols, et aussi des vitamines. Il y a aussi des vitamines qui existent à l'intérieur. Donc, j'arrive maintenant au stade de l'extraction. Si on veut extraire... Ah, 3 minutes? Oui, mais pour ce qui est de l'extraction, donc j'ai choisi l'extraction la plus publiée, celle qui existe pratiquement dans tous les coins du monde. C'est l'extraction continue à 2 phases, qui donne une production d'huile d'olive, meilleure production d'huile d'olive. Ce nouveau procédé donc d'huile d'olive, il fonctionne avec un décanteur à centrifugation à deux phases. Donc, qu'est-ce qu'il permet d'extraire? Il extrait l'huile d'un côté et les grignons de l'autre. Pas de margine. La margine est extraite, il est exclu de côté. Ce d'extraction à 2 phases, il est justement devancé par un système à 3 phases. Et le système à 3 phases, il est beaucoup plus robuste, mais celui-ci est le plus important. Il sépare donc 2 phases. L'autre, il sépare 3 phases. Et celui-ci a été choisi, et ça existe en Tunisie, et qui permet de séparer d'un côté les grignons et de l'autre les margines. Les margines et de l'autre côté plutôt l'huile d'olive et les grignons. Les margines sont éliminées donc autrement. Il offre la possibilité de traiter d'olive par jour. L'extraction d'huile d'olive fait appel exclusivement à des phénomènes physiques tels que le choc, pression, centrifugation, décantation, et ainsi de suite. Voilà la machine. Donc, vous voyez que tout à fait en haut, il y a les olives. Il y a une porte, on fait entrer donc les olives. Les olives sont instantanément lavées rapidement. Ils sont broyés rapidement, malaxés et ensuite complètement broyés, donc malaxés pour obtenir la pâte. La pâte, elle se disperse d'un côté et de l'autre pour donner l'huile. Et la phase solide, c'est les grignons sous l'effet d'une force centrifuge créée par cet appareil. Un peu de chimie, l'huile, c'est quoi? L'huile, c'est des acides gras. Donc, à gauche, vous voyez les acides gras R1, R2, R3. En face, il y a un triol, c'est le glycérol. Les acides gras sont créés à l'intérieur de l'olive. Le glycérol, il est aussi créé à l'intérieur de l'olive. Et cette réaction d'esterification est une réaction normale, lente. Elle se fait à la température ambiante, sous le soleil, et ça marche très, très bien. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un triglycéride à droite, plus 3 H2O. 3 H2O, on voit très bien que pour une molécule de triglycéride, on obtient 3 molécules d'eau. Pourquoi? Parce que justement, cette réaction, elle donne beaucoup plus d'eau. Et ça aide beaucoup les oliviers. Pourquoi? Parce qu'en été, quand on voit un olivier
où les feuilles commencent à devenir rouges, l'olivier qui devient entièrement rouge, on voit que les olives demeurent vertes. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau fabriquée en continu par l'olivier. 3 minutes sont écoulées, si vous voulez bien tirer une brève conclusion. Bon, qu'est-ce que je lis la suite, il y a un petit paragraphe, bon, parce que je vais faire une conclusion. Bon, la conclusion, je suis allé un peu loin parce que j'ai parlé tout à l'heure que l'huile d'olive peut provoquer certains problèmes à cause, bien sûr, de produits qui existent dans l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, c'est des triglycérides. Donc, les triglycérides sont dangereux, ils peuvent provoquer des maladies. Il y a aussi le cholestérol qui peut provenir dans l'organisme de stérol, qui peut jouer un rôle. Ces produits, donc, les triglycérides, fabriqués donc surtout le cholestérol est fabriqué par le foie. Il produit dans l'organisme à raison de 2 grammes par litre par jour, 2 grammes par jour. Il est consommé à 0,3 grammes à 0,5 grammes par jour. Et c'est le foie qui en produit 75%, 25% restant provient de l'alimentation, à savoir les viandes, les graisses, les fromages, le beurre, et ainsi de suite. Le cholestérol n'est pas une maladie en soi. Il peut provoquer, bien sûr, des facteurs de risque, surtout pour le cœur et les vaisseaux. Je dis ces 2 mots. On entend parler du cholestérol. Le cholestérol fabriqué par l'organisme, c'est sous forme une molécule unique, alors que les animaux en ont dans leur organisme beaucoup de cholestérol. Nous, le bon Dieu nous a donné un seul cholestérol. Et pourtant, la molécule s'apprête à donner beaucoup plus, mais un seul. Ce cholestérol, il rencontre justement à l'intérieur du foie, il rencontre des protéines dites de haute densité pour donner ce qu'on appelle le bon cholestérol, le HDL. Et le HDL, il a pour mission d'entrer dans les artères, ramasser la graisse et la faire revenir au foie pour être décortiqué et rejeté donc dans l'estomac. Alors que le cholestérol, un seul mot s'il vous plaît. Alors que le cholestérol peut jouer le rôle inverse, c'est-à-dire il peut se combiner avec une protéine de basse densité pour donner ce qu'on appelle le LDL, LDL cholestérol. Et celui-ci, c'est le mauvais cholestérol, c'est celui qui pompe les graisses depuis le foie pour les maintenir à l'intérieur des artères. Bien sûr, l'excès de tout ceci permet donc de provoquer, d'interrompre un flux sanguin en provoquant les infarctus ou les accidents cérébraux, un accident vasculaire cérébral. Voilà, Merci c'est pour une votre bonne attention. conclusion. Merci. Merci. Alors, nous avons senti la passion du chercheur pour son sujet et la motivation est très importante, évidemment. J'ai beaucoup apprécié cet exposé très complet sur, évidemment, un arbre et un fruit et une huile symbolique pour la Méditerranée. Et notre collègue a débuté par les aspects culturels, ce qui me paraît important, hein, c'est-à-dire un symbole et ce qui pourrait être un trait d'union entre les 3 religions monothéistes. Ça me paraît très intéressant. Alors ensuite, on a eu une description avec beaucoup de compétences hein, sur à la fois les pratiques culturelles, les itinéraires techniques de l'huile d'olive, des conseils très utiles pour les agriculteurs. Hein. Et puis, on est passé aux questions de qualité, pour terminer par évidemment cette question du cholestérol là, qui touche énormément d'individus. C'est une maladie chronique très importante. Donc l'huile d'olive va nous sauver. Alors une dernière chose, j'ai appris l'huile noire. Oui. L'huile noire, c'est fabuleux, je ne connaissais pas. Et donc, je pense qu'il y a des perspectives pour le marché pour des produits très haut de gamme de ce type. Bon, merci beaucoup. On en discutera pendant le débat ensuite. Et donc, notre dernière intervenante, Hamel Hamza Shafaï, va nous parler donc des cuisines ancestrales. Là aussi, on va rester, je suppose, dans la culture. Merci. Vous avez la parole donc pour 20 minutes. Ok. Comme vous êtes la dernière intervenante, vous êtes bien habituée à la procédure J'espère. et à
au manque d'indulgence de l'animateur. Je suis vraiment désolé. Allez-y. Merci, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Bon, tout d'abord, je remercie les organisateurs pour ce thème très pertinent. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de présenter cette conférence car elle me connecte avec mon domaine initial qui est la technologie alimentaire, puisqu'à la base, je suis ingénieure en technologie alimentaire. Bon, après, j'ai fait de l'écotoxicologie marine, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de sujets liés à la technologie, je n'hésite pas à le faire. Alors, en fait, nos ancêtres, ils ont intuitivement exploité les ressources naturelles. Ils ont inventé des produits de réserve pouvant se conserver de longues périodes pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Ils ont aussi inventé des produits complexes, raffinés, nécessitant de multiples étapes et avec une grande valeur ajoutée. Donc, ils ont procédé d'une manière optimale, durable et respectueuse de l'environnement. La préparation de certains produits était aussi l'occasion de rencontres conviviales, participatives, collaboratives et même festives, les mariages, les grandes fêtes. À travers donc des générations, les recettes et les protocoles ont évolué, démontrant beaucoup d'innovation et une grande créativité. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette présentation. Alors, les tableaux ou les œuvres artistiques qui illustrent ma présentation sont les travaux du peintre Raouf Karaï. C'est un peintre, artiste, graphiste, illustrateur et professeur des arts graphiques en Tunisie. Il a exposé ses peintures, toiles géantes et affiches un peu partout dans le monde. Alors, pourquoi Raouf Karaï? Bon, c'est mon ami, mais c'est pas suffisant. Mon voisin et mon ami, c'est pas suffisant. Bon, il est de Sfax, mais surtout une partie de l'œuvre de Raouf Karaï est profondément ancrée dans la réalité socio-culturelle. Elle reflète donc avec grande fidélité des scènes du quotidien, la diversité des ressources naturelles, les cultures culinaires ancestrales. Il a illustré un livre sur l'olivier. Il a fait plein de travaux qui montrent comment on prépare le couscous, comment on prépare les pâtisseries. Donc, je trouve que c'est la bonne adresse pour illustrer. Et je le remercie parce qu'il m'a permis, il a accepté à ce que j'illustre ma conférence avec ses œuvres. Alors, dans cette conférence, il y a 3 parties. Premier point, le couscous. Bon, j'avais peur hier qu'on parle de ce que je vais dire aujourd'hui, mais mon collègue, il a parlé de la transition couscous de ma mère et couscous royal. La deuxième partie sera réservée à la pâtisserie traditionnelle, de Sfax encore une fois, parce que là, nous sommes des producteurs de cette pâtisserie traditionnelle. Le troisième volet sera réservé à la valorisation durable des ressources naturelles. Alors, commençons par le couscous. Donc, comme vous pouvez le voir dans le tableau de Raouf Karaï, donc c'est une femme qui est en train de faire le couscous. Donc, je vais commencer par le processus traditionnel de fabrication du couscous. Ça se fait en 8 étapes: mouillage, roulage, tamisage, séchage, cuisson, deuxième séchage, tamisage et stockage. Alors, je vais passer en revue les différentes étapes en expliquant. Aussi, j'ai des souvenirs. Je pense ma génération, moi j'ai vécu avec mes grands-parents, donc j'ai eu la chance d'assister à ces procédés de fabrication du couscous traditionnel. Peut-être que les personnes de ma génération n'ont pas toutes ou tous fait ça. Donc, première étape, le mouillage. Donc, la semoule est aspergée avec de l'eau salée, bien sûr l'eau salée pour le goût et pour la conservation. Le roulage, donc la semoule est roulée avec les mains pour former de petites boulettes qui sont saupoudrées de semoule sèche afin de les garder séparées. En fait, c'est un processus, donc un enrobage progressif du grain initial pour donner les grains de couscous. Alors, vous avez ici une photo réelle, donc avec ces femmes en train de préparer donc le couscous. Troisième étape, le tamisage. Les boulettes sont ensuite tamisées, les grains passés au travers du tamis sont de nouveau aspergés, puis roulés en boulettes enfin tamisées. Le processus se poursuit donc jusqu'à ce qu'on obtient une granulométrie adéquate, parce qu'on peut avoir plusieurs tailles selon les goûts. Quatrième étape, le séchage. C'est un séchage au soleil. Donc, on étale le couscous sur des morceaux de tissu et bon, ça varie entre une demi-journée et une journée. Généralement, on fait ça durant la saison estivale
il fait chaud, donc il y a suffisamment de soleil, mais après, c'est au feeling aussi, hein, donc il faut voir. 5e étape, la cuisson. Donc, c'est une cuisson à la vapeur. Bien sûr, ça, c'est pour la conservation, c'est la stérilisation, en quelque sorte, du produit pour obtenir une texture aussi de grain, une texture légère et tendre. Un deuxième séchage après la cuisson à la vapeur. Donc, un séchage au soleil pendant 3 jours. Hein, 3 jours. Pour être sûr que l'humidité du produit est de l'ordre de 12%. Bon, mais avant, on ne mesurait pas l'humidité, c'était un peu au pif. Hein. 7e étape, tamisage final. On a besoin d'être sûr que la granulométrie du couscous respecte donc ce qu'on veut obtenir. Et ensuite, bien sûr, le stockage du couscous dans des jarres en poterie. Ça, initialement, on faisait ça. C'est une conservation qui peut durer entre 2 et 3 ans. Mais bon, ma mère me dit 3 ans, c'est possible aussi d'avoir 3 ans. Parce que j'ai posé la question à ma mère et ma belle-mère pour avoir. Elles étaient étonnées que je pose des questions sur le couscous. Je leur ai dit c'est pour ma conférence. Bon. Elles m'ont dit c'est bien qu'on s'intéresse au couscous. Alors, maintenant, le processus industriel. Alors, le processus industriel, bien sûr qu'il y a eu toujours des chaînes de fabrication du couscous, mais je vais vous parler du cas particulier de Sfax et de la couscousserie du Sud, là où j'ai fait un stage quand j'étais élève ingénieur. Observer pour modéliser et concevoir. Alors, comment va-t-on concevoir les machines? Il va falloir observer le processus traditionnel. Donc, la société suisse qui a conçu la chaîne de fabrication, elle a envoyé des ingénieurs et des techniciens dans la région du sud tunisien et dans d'autres régions aussi pour voir comment on préparait le couscous. Et c'est comme ça qu'ils ont préparé, conçu les machines de la chaîne de fabrication. Donc ça, c'était en 1978. Après, donc, vous avez ici la chaîne de fabrication. Voilà les étapes, 7 étapes. Mouillage et mélange, roulage, cuisson, séchage, refroidissement, calibrage et bien sûr emballage. Bon, ce sont des étapes, bon, je vais aller rapidement. Humidifier à l'eau, le même protocole. Les tambours, il y a des tambours rotatifs qui vont simuler un peu ce qu'on fait avec la main et avec le tamis. Aussi une cuisson à la vapeur, hein, bien sûr dans des tapis en inox, tout est en acier inoxydable. Séchage, donc dans des tambours rotatifs, calibrage et conditionnement. Bon, juste une petite idée, quelques images du rouleau de calibration. Ça, c'est un rouleau de calibration. Le cuiseur à la vapeur. Et aussi le séchoir rotatif, 50 à 70 degrés pour amener l'humidité à 12,5%. Alors maintenant, si on veut faire la comparaison, traditionnel versus industriel. Le traditionnel, d'un point de vue organoleptique, si nous avons déjà mangé du couscous traditionnel, on aura du mal à accepter le couscous industriel. Microbiologique, bien sûr que c'est un produit d'une bonne qualité microbiologique puisqu'il se conserve 3 ans. Durée de conservation, donc comme je vous ai dit, pas d'emballage plastique. Et ça, c'est important pour l'environnement. Alors, il y a aussi pour le traditionnel une certaine résistance au changement, parce que je me souviens, il y a quelques années, quand les familles ont renoncé à cette grande fête de préparation du couscous, on faisait appel à des dames qui travaillaient chez elles. On amène la semoule et la dame, elle vous fait le couscous. Or, ça ne s'est pas développé. Je pense que la pâtisserie est beaucoup plus intéressante sur le plan du gain. Donc, on va voir, après, c'est la transition pour la pâtisserie. Ce qui fait que même si nous avons une résistance au changement et qu'on préfère le couscous de notre grand-mère, de notre mère, on n'a pas le choix en ce moment parce que ça prend beaucoup de temps et je vois mal comment est-ce qu'on peut faire ça à la maison. Pour le côté industriel, organoleptique, bon, il faut aimer, c'est des goûts, c'est subjectif. Microbiologique, bien évidemment, puisqu'il y a tout le contrôle physico-chimique et microbiologique. Durée de conservation, 18 mois à 2 ans. Emballage plastique, bien sûr, à l'infini. Et nous avons l'avantage, une large gamme. Donc, vous pouvez avoir des granulométries différentes, moyens, fin, gros. Le masfouf pour le mois de Ramadan, aussi couscous complet, couscous multicéréales, etc., etc. Donc, ça nous offre une large gamme donc, de produits. Alors maintenant, le deuxième exemple, la pâtisserie traditionnelle. Encore une fois, c'est à Sfax aussi que ça se passe. Alors, pâtisserie traditionnelle, ressources naturelles et savoir-faire ancestral. D'accord?
D'abord, il y a une histoire entre les amandes et Sfax, donc c'est une longue histoire. Donc l'amandier est cultivé depuis 3000 ans et originaire du Moyen-Orient. Il a été diffusé le long des côtes méditerranéennes. Mais pour Sfax, l'amandier est un arbre symbolique puisque nous produisons 30% environ de la production nationale. On lui consacre 87 000 hectares et Sfax occupe la première place dans le domaine de la pâtisserie tunisienne à base d'amandes. Alors, Prunus amygdalus, donc l'amande, est connue pour sa grande valeur nutritionnelle, sa richesse en phytostérol, acides gras monoinsaturés, protéines, fibres, vitamines, etc. C'est aussi un produit assez raffiné qu'on peut offrir, hein, et qui est traditionnellement symbole de la prospérité et du bonheur. Donc, les mariages, les grandes occasions, c'est de la pâtisserie à base d'amandes. Nous avons à Sfax depuis quelques années le festival de l'amandier. C'est un festival qui célèbre l'amandier avec des conférences scientifiques, mais également avec tous les producteurs qui viennent exposer leurs produits. Alors, je vais vous donner quelques exemples tout en faisant le parallèle entre les recettes traditionnelles et les recettes nouvelles. Alors, quelques chiffres. C'est un secteur qui fait travailler 10 000 personnes, majorité des femmes. Alors, 100 unités dans le secteur formel, mais il y a beaucoup d'unités dans le secteur informel qui ne sont pas, il n'y a pas de statistiques, on ne sait pas combien. C'est un secteur très inclusif, puisqu'il fait travailler d'autres secteurs. Des exemples, donc Madame Rqiq, ça c'est un exemple donc de pâtisserie de Sfax, capacité de production 150 tonnes par an, donc 90% de travail manuel. Il y a aussi des projets de recherche Mobidoc pour l'innovation et le développement de nouveaux produits et d'amélioration du processus. Il y a des franchises, c'est-à-dire on peut trouver cette marque un peu, enfin, en Tunisie, dans d'autres villes, mais c'est essentiellement le marché local. Mais il y a une autre marque, Madame Asmoudi, qui, elle, exporte et elle se trouve dans plusieurs pays. Alors, tradition et innovation, comment est-ce qu'il y a eu de l'innovation? On commence par des études de cas. L'emlebs, c'est un peu, ça ressemble au calisson pour les Français. C'est un peu ça, mais bon. Alors, le mlebs, c'est une pâte d'amande enrobée de sucre. La pâte d'amande, elle est parfumée, la recette initiale, parfumée avec des écorces d'oranger. D'accord? Ça, c'est la recette initiale et avec un petit losange en or pour décorer donc la pièce. Après, quand on voit ce qui se passe maintenant, c'est vraiment beaucoup d'innovation. Vous avez mlebs dentelle en bas à gauche, vous avez mlebs avec fraise, vous avez mlebs pour les naissances en haut, le bleu ciel et le rose, et on va trouver mlebs avec tous les parfums, pistache, caramel, noisette, tout ce que vous pouvez imaginer, tout est possible. Mlebs avec toute cette diversité. Donc il y a eu une innovation à partir des recettes initiales et traditionnelles. Deuxième exemple, le baklava. Bon, baklava, là, encore une fois, le baklava, la recette initiale, c'est une forme losange et pâte d'amande avec des écorces d'orange. Ça, c'est la recette initiale. Alors, une petite parenthèse sur la baklava. Le baklava, c'est un processus très difficile à faire, qui nécessite beaucoup de savoir-faire. Et d'ailleurs, dans les fêtes de mariage, ou quand on faisait les pâtisseries d'un mariage à la maison, on invitait les tantes et les voisines, celles qui étaient capables, qui avaient donc le coup de main pour faire. On ne va pas inviter les gens pour juste jouer aux observateurs ou aux spectateurs. C'est très fin. La qualité de la farine est déterminante. On met des couches d'huile entre les différentes couches de cette pâte très fine de farine et ensuite on met les amandes donc au milieu. Après, on va utiliser un sirop de sucre pour l'étape finale. Encore une fois, recette classique versus les nouvelles recettes. Classique, donc vous avez celle avec les feuilles, les écorces d'oranger, mais sinon, maintenant, on fait avec des noisettes, des pistaches, du pignon. Là, on n'est pas dans le local. On s'est éloigné un tout petit peu. Il y a aussi baklewt bint el-bey.
Alors, Barclay Bay, c'est un autre, c'est beaucoup plus simple à faire, hein. C'est coloré, je pense que ça doit être les couleurs de l'époque bellicale, hein, le rouge, le vert et le blanc, c'est Bay. Et Bent El Bay, maintenant, on fait aussi avec des amandes, des noisettes et des noisettes et aussi du pistache. Ça, donc, vous voyez maintenant, le Barclay aussi, on a parfois dans des mariages un plateau, 5 ou 6 exemples ou genres de Barclay. Alors, c'est bien avant la pause café, hein, je parle de tout ça avant la pause café. C'est une bonne introduction. Alors, maintenant, kakelos. Alors, le kak, le classique, vous l'avez ici, très simple, avec des pistaches. Mais maintenant, on invente d'autres modèles. Bon, je ne sais pas kak l'ambar si ça dérive de ça ou si c'est un kak qui a toujours existé ou qui a été importé. Mais vous voyez le kak tressé. Donc, c'est un mélange de noisettes, pistaches et amandes. Et là, c'est tressé. Donc, vous voyez un peu l'innovation. Alors, je peux rester des heures à vous présenter des exemples à l'infini de cette innovation, de ces modèles et ces saveurs. Et le dernier, c'est celui-là que j'aime beaucoup, que je n'ai pas encore goûté. C'est le dernier modèle de Madame Arqiq, donc avec des amandes. Ça s'appelle Zalauza. C'est une miniardise avec pâte d'amande, pâte de pistache, et à l'intérieur, il y a une amande. Donc, vous voyez un peu, on dirait des amandes naturelles. Alors, le chocolat aussi, bon, autour du chocolat, il y a développement de plusieurs recettes, fourrées amandes, etc., etc. Il y a aussi les carrés de dattes. On utilise les ressources naturelles dattes qui sont valorisées dans la pâtisserie. Alors, est-ce qu'on peut parler de processus industriel, même chez ces artisans qui sont dans le secteur formel et qui sont considérés comme étant, qui ont une échelle respectable, hein? Alors, pas trop, parce que tout ce qu'on peut voir dans le processus, c'est malaxeurs, mélangeurs. Avant, on mélangeait avec les mains, maintenant, c'est des broyeurs aussi. On peut améliorer la productivité en utilisant des machines. Pour le mlabbes, par exemple, le mlabbes, c'est encore un travail très, très délicat qui nécessite, avant le séchage, on utilisait un kenoun, donc un feu traditionnel, mais maintenant, on utilise donc ça. Voilà, donc, bon, 3 minutes. OK, donc c'est un secteur, la pâtisserie traditionnelle, c'est un secteur qui fait travailler les ressources, qui utilise des ressources naturelles locales. Il faut encourager le secteur dans ce sens. Agriculteurs et fournisseurs, donc ça fait travailler d'autres secteurs. Développement d'autres secteurs, par exemple, il y a de la sous-traitance. On peut demander à des personnes de faire une catégorie particulière de ces produits. Il fait travailler 98 femmes. Et donc, je peux dire qu'au niveau du développement durable, là, on a beaucoup d'objectifs qui sont atteints. Alors maintenant, la dernière partie, c'est la valorisation durable des ressources naturelles. Alors, ce qu'on aimerait bien voir sur les prospectus, les documents pour développer, donc, on a besoin de lire des choses beaucoup plus scientifiques, même si les gens ne comprennent pas tout ce qu'il y a dessus, mais c'est bien de valoriser ces produits. Alors, je commence par l'huile d'olive, qui est une matière première utilisée dans la pâtisserie. Alors, juste un petit point que je voulais partager avec vous, qui n'est pas très lié à la pâtisserie traditionnelle, c'est la question des risques des variétés introduites qui sont très gourmandes en eau, alors que nous avons des variétés excellentes avec les molécules bioactives que mon collègue vient de mentionner. Donc, c'est un peu dommage que des gens se lancent dans des cultures intensives d'olive espagnole qui aiment l'eau et nous sommes dans une situation de stress hydrique. Par ailleurs, donc, il y a aussi tout ce qui est distillation de fleurs d'oranger, distillation de géranium, de menthe, de jasmin, de fleurs. Et donc, il y a plusieurs secteurs qui sont en interaction avec le secteur de la pâtisserie, ça va évoluer parce que derrière, il y a un savoir-faire très important. D'ailleurs, à chaque fois que j'amène des pâtisseries tunisiennes à mes collègues étrangers, ils me disent, Amel, c'est beau et c'est bon. Donc, les deux à la fois. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est une œuvre artistique. Alors, pour terminer, donc les cultures culinaires ancestrales, elles ont traversé le temps et l'espace et constituent un patrimoine transmis à travers des générations. Elles ont contribué à l'ancrage d'une identité culinaire régionale. Et bien sûr, c'est quand on voit toutes les régions, c'est extraordinaire, c'est diversifié. Alors maintenant, juste un petit point sur l'ancrage
sensorielle et la mémoire gustative. Alors là, vous avez les canaux visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, gustatifs. Pour les pâtisseries, par exemple, il y a le visuel, il y a l'olfactif et le gustatif. Notre langue est capable de détecter les différents goûts amers, acides, salés, sucrés. Au niveau du cerveau, l'air gustatif, l'air visuel, l'air des sentiments et l'air olfactif. Alors, si je vous dis, par exemple, si vous voulez retrouver un souvenir d'enfance. Si vous fermez les yeux, par exemple, on va faire un petit exercice, si Monsieur le Président le permet, rapidement. Ça va prendre 1 minute. C'est passionnant, mais C'est passionnant, ok, d'accord. Donc, c'est l'heure de la pause café. oui, oui. Je sais. Bon, un débat. Donc, ici, juste pour vous dire que nous avons gardé dans notre mémoire collective ces souvenirs d'enfance. Quand on parle de souvenirs d'enfance aussi, ces souvenirs de l'odeur du couscous ou l'aoula ou la pâtisserie traditionnelle durant le mariage de mon oncle ou de ma tante. Donc, ça, c'est important parce que là, le cerveau, il y a des programmes qui sont mis en place et qui sont relatifs à ce genre de produits. Donc, l'industrie alimentaire, elle se développe. C'est sûr qu'il y a des outils de plus en plus innovants et efficaces pour la valorisation, la conservation, la qualité, mais je pense que nous devons rester toujours ancrés dans ce savoir-faire ancestral qui ne doit pas disparaître, qui doit évoluer. Et en même temps, maintenant nous avons les outils pour dire si vous prenez une pâtisserie, c'est vrai que c'est sucré, bon, c'est pas toujours bon pour la santé, mais il y a aussi ces molécules antioxydantes, ces vitamines, ces fibres que vous allez trouver dans le pistache ou l'amande. Voilà, je vous remercie. Bon, merci. On prend combien? 10 minutes alors au lieu de 20 minutes pour pas trop raccourcir la pause café, parce que là, on est à l'heure de la pause café. De quoi? On fait le débat après la pause café? Ah. Ensuite, on fait le passe-café. Voilà. Bon, d'accord. Allons-y. Donc, c'est 10 minutes. Combien on prend? 20 minutes? On prend 20 minutes? La pause café? Avant la pause café? Non, le débat. Le débat, normalement, c'est 20 minutes. Bon, donc la pause café est retardée de façon importante. Bon, s'il vous plaît, alors comme le temps est compté, non, je vais donner la règle du jeu d'abord, s'il vous plaît. La règle du jeu, c'est on pose les questions directement et si possible, une seule question. Et on commence par se présenter très rapidement, on pose la question et on indique à qui elle s'adresse. Merci. Merci. Donc, c'est Hemda Baby de l'Académie des sciences. Je voudrais poser une question à Emel Chefri sur le couscous. Dans son intervention, elle a dit que dans l'industrialisation, il y a beaucoup plus de variétés de couscous. Mais à Sfax, je pense qu'il y avait autant de variétés de couscous traditionnels. Autant de couscous. Je ne sais pas, Monsieur le Président, si je peux citer les couscous traditionnels. Non, vous posez votre question. Oui, voilà. Alors voilà la question. La question, est-ce qu'il n'y avait pas autant de couscous traditionnels à Sfax avant l'industrialisation et même pendant l'industrialisation? Voilà, merci. Question brève et précise. Vous avez la parole. Oui, d'accord. Alors, merci, Sihem. Oui, par exemple, si on prend... il y avait du couscous donc il y avait d'autres... ça, c'est sûr. Mais bon, moi, je cherchais des avantages dans ce que l'industrie nous a apporté, mais c'est toujours complexe. C'est une opération complexe à réaliser à la maison, c'est ça. Donc, on n'a pas le choix, on s'oriente vers la partie donc industrielle. Merci. Alors, une deuxième question, là-bas, au fond. Merci, Madame, après. merci beaucoup. Katia Boissevin de l'IRMC. Alors, ma question, c'est aussi pour Madame Emel Hamza. Et j'y ai pensé quand vous avez parlé des amandes et des savoirs ancestraux. Je me suis demandé si les amandes qui
est-ce qu'il y a des amandes californiennes qui ont été introduites en Tunisie? Parce que ça, je ne sais pas. Et j'ai appris il y a un petit moment maintenant, par l'intermédiaire de Leila Blili, que les dragées de mariage qu'on trouve ici et qu'on trouve en France, moi je ne connaissais pas le lien entre les deux, c'est par l'Italie. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant pour penser que les adaptations, améliorations et innovations dont vous avez parlé se développent sur le temps long et pas uniquement en termes de ancestral, traditionnel, fixe et innovation contemporaine des 5-10 dernières années. Et voilà, de remettre ça dans le temps long, je trouve ça très intéressant. Et les images les tableaux que vous avez montrés sont vraiment magnifiques. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Bon. Amel, c'est pour vous. Alors, pour les variétés d'amandes, donc quand on voit, je parle de Sfax, le cas que je connais le mieux, donc les variétés autochtones, il y a Zahaf, il y a l'Acher, il y a Farfer, il y a aussi amandes noisettes qui sont un peu rondes. Bon, il y a des variétés qui sont de plus en plus perdues. D'ailleurs, avec les problèmes de manque de pluie, il y a des amandiers, il y a plusieurs amandiers qui sont morts les 2 dernières années. Bon, on replante encore des amandiers, mais les variétés autochtones restent, mais malheureusement, nous sommes obligés d'importer des variétés californiennes pour la masse. Donc, les besoins en amandes sont très, très importants de manière à ce qu'on est obligé de faire cette importation. Le pistache, avant, les pistachiers, dans le Bay avait ordonné la plantation de 3 pistachiers par verger. C'était obligatoire, c'était une loi. Et donc, il y a quelques années, peut-être un siècle, où nous sommes des producteurs de pistaches. Mais maintenant, il y a de moins en moins de pistachiers, on ne maîtrise pas tous les protocoles de pollinisation et toute la maîtrise de l'arboriculture. Mais bien évidemment, maintenant, les pistaches, c'est la Turquie, l'Iran ou je ne sais pas, ou ailleurs. Voilà, bon exemple d'impact négatif de la mondialisation. Jean-Pierre. Merci. Quand on ouvre la boîte du souvenir alimentaire et des nostalgies, assez vite se met en place une lecture un peu manichéenne avec la vraie nourriture et puis les nourritures qui seraient frelatées. Est-ce qu'on peut sortir de ce manichéisme? Ça s'adresse à tout le monde. Il y a quelqu'un d'autre. En 2 mots, mais, enfin, je suis un peu pris au dépourvu par ta question, c'est pas trop ma spécialité, mais c'est très clair qu'on observe un petit peu ce néo-traditionnalisme, et ça on l'observe donc pas seulement dans le côté de l'alimentation, mais dans le côté de l'alimentation, c'est-à-dire comme c'était nos grands-mères qui faisaient ça, et puis voilà, c'était mieux et c'était bien, sans même se poser la question de l'impact. Moi, je pense surtout, c'est pas tellement question santé, mais de l'impact environnemental qui est devenu quelque chose que traditionnellement, on n'avait pas du tout conscience de ça. Voilà. Alors, l'aquaponie a quelque chose à dire? Sûrement. Pas vraiment l'aquaponie seulement, mais d'une façon générale, je pense que c'est un peu de l'hypocrisie que nous vivons. Nous voulons manger plus diversifié, plus en quantité, plus en durabilité, standardisation de goût, la même chose durant 12 mois, on veut le même calibre, la même couleur, le même... Et de l'autre côté, on se lamente parce que ça ne ressemble pas à la recette de notre grand-mère. Il faut voir les choses en face. Si on veut nourrir tout le monde, il faut une industrialisation, il faut une intensification de la production, mais il faut considérer l'aspect environnemental, l'aspect durabilité d'une façon globale. À mon avis, c'est comme ça. Amen. Oui, moi je dirais que il y a aussi la valeur émotionnelle véhiculée par ce couscous de ma grand-mère, cette pâtisserie que j'ai mangée quand j'avais 5 ans. Donc il y a tous ces programmes cérébraux qui ont déjà, et notre inconscient, notre inconscient c'est 90% de notre intelligence, il stocke ces histoires, ces souvenirs olfactifs, gustatifs. Vous prenez quelqu'un qui a 60... Monsieur le Président ne m'a pas laissé l'occasion de faire l'exercice, mais si vous prenez quelqu'un qui a 70 ans, lui demandez de fermer les yeux et de retrouver un souvenir agréable lié à la nourriture. Là, tout de suite, hop, c'est 5 ans, j'étais chez ma grand-mère et
en manger, je ne sais pas, marqa, couscous ou autre. Donc, il y a cette composante émotionnelle que nous sommes en train de perdre malheureusement, parce que nous sommes des êtres humains. Ok, l'industrie, nourrir tout le monde, je suis bien d'accord, mais en même temps, il faut jamais, jamais oublier cette composante qui fait partie de notre identité, de notre histoire. Et un peuple sans histoire, c'est comme un arbre sans racines. Ah. Merci. Donc, vous avez pu parler de la Madeleine de Proust. Ça. Oui, c'est pour dire un petit mot donc, concernant l'huile d'olive, puisque j'ai parlé d'huile d'olive. Eh ben, il faut se préparer parce que dans les années à venir, il va y avoir l'industrialisation de l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que on commence actuellement le grand producteur de la meilleure huile d'olive au monde, donc le Betang Subitica, donc c'est un Espagnol. Il a pu justement distiller l'huile d'olive. Il a distillé l'huile d'olive. Et qu'est-ce qui manque? Il manque les antioxydants, tous les produits qui manquent, les vitamines. Et comme ces produits-là, ils sont commercialisés actuellement, donc si on a des problèmes avec l'huile d'olive, il suffit de la distiller complètement. Et les antioxydants, c'est des produits solides indistillables. On peut les acheter facilement et ainsi on fabrique une huile idéale. Dans ce cas, je ne pense pas qu'on puisse arriver à acheter l'huile d'olive parce qu'elle sera trop chère. Ça va être une huile idéale. Merci. Oui, j'ai. Excusez-moi de vous avoir court-circuité, mais C'est pas grave, c'est pas grave. je vous en prie. Alors, ma question s'adresse à mon collègue Joanie. Vous n'avez pas indiqué de quoi vous nourrissez les poissons. Et d'autre part, quelles sont les espèces que vous avez ciblées dans vos projets? Merci pour la question. Donc, effectivement, pour les espèces, essentiellement, on a travaillé sur tilapia, mais on a travaillé également sur... j'ai oublié le nom, je l'ai. Mais ce sont des variétés d'eau douce, donc qui ne sont pas trop appréciées en Tunisie, comme je l'avais dit. Donc, c'est concernant les poissons. Concernant la nourriture, on commence à formuler, on essaie de formuler par nous-mêmes, à commencer à formuler. Mais il y a de l'alimentation qui est commercialisée, qui peut contenir des résidus de, je ne sais pas, peut-être de pesticides ou d'autres, mais on essaie d'avoir de la nourriture saine. Et donc, on estime que ça permet de minimiser les intrants incontrôlés par rapport à notre système aquaponique par la suite, et la partie hydroponique essentiellement. Mais l'alimentation des animaux, l'alimentation des poissons, ce sont des produits commerciaux comme les concentrés des ruminants ou d'autres. Mais on a fait quelques essais de formulation sur place et ça peut aller. Ça peut aller. Très bien, merci. Oui, essentiellement importé, oui. Essentiellement. Oui. Il y a une question derrière. Alors moi, bonjour, Pierre Tressac de l'Institut de recherche pour le développement. Moi, ce n'est pas une question, je voudrais faire un commentaire sur ce qu'a dit le professeur Poulain. Ah bon? Bon, allez, je vous en prie, mais très court. Hein. C'est cette histoire de manichéisme pour dire qu'on le voit aussi très bien dans les enquêtes de consommation alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des régimes traditionnels qui sont très très peu variés, très pauvres en micronutriments. Et donc, c'est pas l'alimentation traditionnelle, c'est bien, et l'alimentation moderne, c'est pas bien. Il y a une période où on voit très bien que quand l'alimentation se modernise, la qualité du régime augmente. Et après, au bout d'un moment, effectivement, quand on mange trop gras, trop sucré, trop salé et trop de produits transformés, elle rediminue. Mais donc, du coup, là aussi, c'est pas manichéen. Voilà, juste un petit commentaire. Ah non, mais on a dit jusqu'à 11h, non? C'est bon, une dernière question alors. Je me soumets aux directives du comité d'organisation, donc ce sera une dernière question. Alors, c'est Marie, chercheur du patrimoine culturel et tourisme culturel. Je pose la question à Madame Amel. Alors, concernant la pâtisserie traditionnelle, vous avez parlé en détail et même vous citez des noms. Mais vous n'avez pas évoqué des types de couscous. Des types de couscous comme couscous au poisson, couscous.
Alors, si on m'avait donné 1 heure pour la conférence, j'aurais parlé de tous les couscous. J'aurais fait toute une partie sur le couscous, mais j'étais obligée, étant limitée par le temps, donc plus le couscous en tant que matière première. Donc, mais bien sûr, on peut faire même un colloque sur le couscous. Si Mahmoud, oui, monsieur Mahmoud. Ah oui. Hein? Voilà, oui. Chers amis, le débat s'achève. Donc moi, je voudrais souligner l'extrême intérêt de cette approche multidisciplinaire. Vous avez vu là différentes spécialités scientifiques qui ont échangé entre elles. Et puis, je suis très sensible, Amel, aussi à cette introduction de l'art, parce que la cuisine, c'est un art aussi. Donc, merci à tous. Et puis, la discussion peut continuer autour d'un bon café et des pâtisseries tunisiennes. Oui. Merci. Ce café d'un quart d'heure et on revient tout de suite parce que nous avons une conférence qui n'était pas prévue au programme, mais qui va être organisée juste avant le panel qui va avoir lieu et qui va être dirigé par Madame Benhassine au nom de l'INSTM. D'accord ?